Hello, on espère que vous allez bien. On aimerait tout d'abord vous remercier pour les retours sur le dernier podcast. Ça nous fait vraiment plaisir et on espère que ça continuera comme ça. Pour ce 4e épisode, on a reçu le musicien et professeur de batterie Laurent Nakache. On a parlé de notre rapport à la musique et de son processus créatif. Évidemment, ça touche à plein d'autres objets et ça nous questionne sur notre rapport au monde. Une discussion pas comme les autres de laquelle on est vraiment ressorti grandi. Un moment rempli de magie durant lequel Quentin et moi n'avions nulle autre envie que de découvrir la philosophie de notre invité. On espère que ce podcast vous donnera envie de l'écouter jusqu'au bout. On vous laisse en très bonne compagnie et on espère que ce petit moment d'abstraction vous plaira. Allez, lance le générique. Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de Baptiste Schilling et de Quentin Potier, l'abstraction. Aujourd'hui, on reçoit un invité de marque, Laurent Nakache. Oui, merci beaucoup. Merci bien. Comment tu vas ? Bien. Grâce au ciel, tout va bien. Évidemment. Et grâce à vous aussi, parce que c'est une belle considération d'être là pour, c'est un plaisir. D'être invité, c'est beau. C'est un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, je peux me présenter. Alors, en quoi ça consiste ? On reprend un peu une longue histoire, mais d'abord, avant tout, je m'appelle Laurent Nakache, je vous l'avais déjà dit. Entre Laurent et Nakache, il y a quelque chose qui vient s'interposer, et c'est Moïse. C'est mon deuxième prénom. Donc, je m'appelle Laurent Moïse Nakache, et j'ai 57 ans. Voilà, je suis né à Tunis, en Tunisie. Okay. Et puis je suis là aujourd'hui avec vous. Entre-temps, j'ai fait des choses. Et j'ai pris le train pour venir. Oui, et entre-temps aussi, j'ai fait pas mal de musique parce que c'est mon métier, c'est ma vie. Donc je suis musicien. En tant qu'instrumentiste, je suis batteur, mais je bricole un peu comme tous les musiciens bricolent un peu tous les instruments parce qu'on les rencontre souvent et qu'on a besoin de toutes ces formes d'expression. Voilà, je suis papa d'une jeune fille aussi, c'est important quand même dans la présentation. Ouais. D'être père. Je pense que ça dit beaucoup sur ce qu'on est en train de vivre. Bon, ma fille est une jeune fille de 28 ans maintenant, et voilà. Donc ça c'est une présentation un peu vite fait quoi. Un peu vite fait. On peut creuser, mais je compte sur vous là. Tout à l'heure, tu nous as raconté une petite anecdote. Tu nous as dit qu'il y avait quelque chose que tu avais tout le temps avec toi dans ton sac. Ah oui, bien entendu. J'ai raconté ça, moi. Oui. Ah ouais. Ouais, c'est Pourtant, je suis plutôt secret comme garçon. Oui, j'ai des baguettes. Des baguettes de batterie, des baguettes de batteur. Pourquoi ? Parce qu'il faut vivre avec son instrument et que c'est une manière pour moi d'abord de pouvoir les sortir dès que j'en ai besoin et puis de garder la pensée concrète. C'est beau la pensée, mais quand elle s'incarne, c'est encore plus beau. Et quand on a les clés de chez soi, c'est bien. Et quand on a les baguettes de son de jeu, c'est bien aussi. Et c'est ce que je conseille aussi à tous mes élèves. J'enseigne essentiellement, je gagne ma vie en enseignant la batterie. Et donc c'est un conseil que je donne à tous les batteurs novices ou un peu expérimentés qui passent, c'est gardez vos baguettes, emmenez-les en vacances. Je leur dis souvent que moi je dormais avec mes baguettes, et ce qui est une réalité, hein. C'est-à-dire que toute ma prime jeunesse et ma post-adolescence et après, j'avais mes baguettes près de moi pour m'endormir avec. Et parfois jouer comme ça un peu de technique, s'entraîner sans cesse, pratiquer, et puis se réveiller avec. Tu sais qui tu es quand tu vis comme ça. Tu sais ce que tu as choisi d'être en tout cas. Et puis je crois que j'avais fait le parallèle à un moment dans nos conversations avec un autre type de métier, par exemple un architecte ou un maçon ou autre. Il sort avec ce qu'il est, c'est-à-dire quand il voit un mur, il sait comment il est fait, ou il aime savoir comment il est fait. Quand un architecte voit un bâtiment, il aime il le regarde en tant qu'architecte, pas comme un boulanger. Et puis c'est pareil avec la musique. Dans la vie, quand tu sors, tu es musicien. Donc tu tends l'oreille autrement et tu as tes baguettes avec toi. Pas mal en vrai. Beaucoup de motivation, beaucoup d'acharnement du coup, de travail, de volonté, ou que du plaisir en réalité en fait. Ah non, que du plaisir en réalité, que du plaisir. Oui, que du plaisir. Mais c'est un souffle de vie ça.
C'est-à-dire qu'à un moment, on sait que c'est plaisant de respirer quand on t'a empêché de respirer pendant longtemps. Et pourtant, c'est juste basique. Donc là, oui, c'est vrai, ça fait partie de mon chemin de vie, d'entretenir, de vivre avec la musique. Et de l'écouter, de la donner, je sais pas. C'est un souffle. C'est vraiment comme un souffle. Donc c'est à la fois vital, énergisant. C'est à chaque fois renouvelé. C'est bien. Comment tu tombes dedans? Je veux dire, comment ça devient une passion? Comment t'en viens à dormir avec tes baguettes, à les emmener même tout le temps? Ça, je pense que quand t'as pas beaucoup d'amis, non, je blague. Non, je blague. C'est évident que quand tu commences à faire quelque chose et que c'est une exploration permanente, t'as pas envie que l'exploration cesse. Ça fait partie du deal, du contrat que tu signes avec toi-même. Alors il peut y avoir des moments d'agacement, des moments d'égarement, des moments des moments de désaffection, mais il y a pas de rupture. Et ben ça c'est comme un couple quoi, si tu veux. Il peut y avoir tous ces moments-là, mais il y a pas de rupture. Ou voilà, c'est ciel et terre. Donc c'est pas, je suis tombé dedans parce que je suis pas d'une famille de musiciens. Je suis d'une famille qui aime la musique et où la musique elle fait partie de l'héritage culturel festif dans le cadre des cérémonies. Donc des cérémonies qu'elles soient religieuses. Moi je suis juif tunisien à l'origine et encore aujourd'hui parce que l'origine c'est le futur et donc j'ai toujours vécu ça. J'ai toujours vécu la musique comme accompagnement de tous les rituels, les chants les plus simples. Les moments de mariage, de tout ça. Donc ça, en fait, c'est vraiment très très important dans le rapport que j'ai eu à la musique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est né avec ça. C'est né avec le fait que déjà il y ait beaucoup de percussions, beaucoup de tambours, beaucoup de danse, et une musique qui va ailleurs que dans le principe de l'agrément, quoi. C'est pas de la musique juste pour kiffer et puis te dire j'aime bien ce son, tu vois, comme on dit aujourd'hui, j'aime bien ce son. Non, c'est une musique qui vient apporter une idée de la spiritualité aussi. Alors c'est un peu dur à dire parce que dès qu'on le dit on le gâche, mais c'est ça l'idée, c'est que c'est une musique qui est faite pour porter un état d'esprit et voilà, et danser. Donc ouais, la batterie, les percus, tout ça. C'est drôle parce que moi, en tout cas, mon premier souvenir musical, ça a été par mes parents. Obligatoirement, ça a commencé par là. Juste un air de Michael Jackson dans la voiture, ça a été le début pour moi. Et c'est étonnant parce que j'ai l'impression que beaucoup de choses évoluent avec le temps vis-à-vis de la musique et de notre rapport à cet art. J'ai l'impression qu'il y a une période où j'écoutais plus de types de sons, etc. J'étais vachement plus tourné vers du rock ou de la pop. Et alors que maintenant j'écoute quasiment exclusivement ou majoritairement du rap. C'est étonnant comment les autres ont un impact sur notre consommation de cet art en particulier. C'est-à-dire que c'est grâce à mes amis en réalité que j'écoute du rap. Et ça a été grâce à mes parents que j'écoutais du rock et de la pop. Oui, c'est des milieux. Mais le rap... t'es loin d'être le seul, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça dépasse le cadre de tes amis, c'est la musique dominante depuis 30 ans maintenant pratiquement, avec les premières vagues de hip-hop, etc. Et puis c'est normal, enfin le rap s'inscrit tellement dans le langage, dans la manière de parler d'eux, que finalement ça rejoint quelque chose qui dépasse la musique. On a l'impression qu'on peut le faire, on a l'impression que moi aussi je suis comme ça, et si je dis des choses comme ça, etc. Donc c'est pas vrai quand t'écoutes un truc de Prokofiev ou de Schubert, tu dis pas ouais moi je peux le faire au piano là. Tu vois, je m'installe, je te le fais tout de suite. Par contre, si t'entends tel ou tel truc, tu vas sentir qu'il y a une forme de virtuosité dans le rap, etc. Mais tu vas sentir aussi que c'est la voix, c'est ta parole, et c'est pas une voix lyrique. C'est une voix qui parle. Et d'ailleurs, le rap est né comme ça. Tu sais que le rap, d'après ce que j'en sais, après il y a certainement d'autres sources, mais il est né dans les clubs new-yorkais apparemment, quand les mecs passaient de la soul music et ces choses-là, ou de la funk un peu rude, les types parlaient sur les morceaux qui passaient. En fait, les DJ, ils parlaient dessus, ils disaient « Eh mec, écoute ce son, tu vas voir, c'est magnifique, tu vas danser, etc., etc. » Et cette parole, elle est devenue partie intégrante de ce qui passait. Et puis ensuite, elle est devenue la musique elle-même. Mais le rap, c'est déjà des percus de la gorge.
Nous, quand on écoute du rap américain, faut pas se leurrer. En France, on sait absolument pas ce que ça raconte. Oui, Parce on comprend l'énergie, quoi. Donc, en gros, c'est de la percu, de gorge. Et c'est pas forcément, on n'est pas en train de se dire, oh là, mec, ce qu'il a dit, c'est ma réalité. C'est pas vrai. C'est pas non, c'est sûr. Non, mais ça nous transporte quand même quelque part. Bien sûr. Ça nous emmène. Mais ça nous transporte comme les tambours africains nous transportaient à l'époque et autres. C'est-à-dire que dans chaque époque, il va y avoir une coïncidence comme ça entre les besoins culturels, entre la nécessité d'appartenir à une forme culturelle et d'exprimer ce qu'on est, quoi. Mais d'exprimer ce qu'on est, c'est pas forcément par le sens. Et en gros, la musique, c'est par le son. Donc après, quand on a des chansons où le son et le sens sont réunis, là, ça commence à être sympathique aussi. Et ça, on le voit avec beaucoup d'auteurs quand même. Ouais. C'est beau. Ça, tout le monde se dit à un moment, j'écoute une chanson et je comprends ce qu'il dit et j'aime comme il me le dit. Et j'aime comme il chante, et une super voix, une super orchestration autour. Bon, là, t'es au cœur du truc. Là, t'es aux anges. T'es aux anges. Non, c'est sûr. Mais ouais, c'est ce constat que moi j'ai fait, c'est que sans mes amis, j'ai l'impression que il y aurait eu des styles musicaux que j'aurais pas écouté. J'ai l'impression que ton environnement social joue beaucoup sur ta découverte de la musique. Oui. Je sais pas si toi, c'est passé au début par tes parents peut-être, non? Par oui, comme je disais, le milieu familial, culturel autour, etc. Tout ça. C'est-à-dire que si tu veux des moments simples de la vie comme ça, il va y avoir un petit orchestre à la maison avec une derbouka. C'est une percussion nord-africaine avec un violon qui est généralement pas joué à l'européenne mais joué sur la cuisse debout comme ça, et puis un chanteur et des choses comme ça. Et c'est des morceaux qui vont durer 10 minutes, un quart d'heure. En fait, tu en connais ni le début ni la fin. T'as pas l'impression que ça soit des couplets-refrains. C'est pas formaté pour la radio. C'est des morceaux qui sont là pour raconter l'histoire que t'es en train de vivre. Par exemple, t'es en train de vivre, je sais pas, une bar mitzvah, c'est-à-dire la communion pour les juifs, ou la brit mila, c'est la circoncision pour les juifs, ou le mariage ou autre. Et tout ça, c'est des moments où, si vous voyagez un petit peu, vous allez voir que dans tous les pays, en fait, il y a ce rapport-là. C'est-à-dire qu'à un moment, on accompagne les moments importants par la musique. Mais pourquoi ? Pas pour faire la fête seulement. Parce que la musique, elle est un petit peu comme le héros du roi. Elle vient raconter ce qui est en train de se passer. Tu vois, elle est pas simplement là pour dire vas-y, amuse-toi, c'est un beau moment. C'est non, je viens célébrer ce qui se passe là. Je viens te dire ce qui est en train de se passer là. Je viens élever ce qui est en train de se passer là. On va pas le laisser simplement là où il est, on va le porter plus loin. C'est une blague, mais c'est un petit peu comme quand tu chantes joyeux anniversaire à quelqu'un, finalement. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est-à-dire, en gros, tu dis je te rappelle ce que c'est ton anniversaire. Et pourquoi? Par le chant. Et puis on va taper des mains, on va dire ça. Donc en même temps, je raconte ton histoire, je raconte le jour de ta naissance. Ça fait beaucoup de paroles pour dire que c'est la vie, quoi. C'est-à-dire que la vie s'accompagne de ça. Et du coup, toi, en tant que créateur et consommateur de musique, j'imagine, est-ce que t'as parce que j'ai entendu à travers des amis, etc., qui me disaient que ils voulaient pas que je regarde du tout leur playlist Spotify. C'était leur jardin secret à eux, c'était à eux. Ils voulaient pas que je regarde. Est-ce que pour toi, t'as un rapport intime avec la musique, que ce soit en tant que créateur ou consommateur de musique? D'abord, j'ai pas de liste Spotify. Et j'écoute très peu de musique. Okay. Parce que j'en fais beaucoup. Et j'écoute assez peu. C'est-à-dire que j'écoute pour faire. Donc j'écoute pas comme à un moment où pendant 20 ans, les 20 premières années, t'écoutes pour écouter. Comme tu parlais de consommation de musique. Je suis pas du tout dans ce rapport-là. Trop, c'est trop même. C'est-à-dire qu'à un moment, trop, c'est trop. Si c'est pas lié à un moment, si c'est pas lié à un truc, à un événement ou à quelque chose, ou à un moment, en fait, choisi, ça me semble fatigant. Ça me semble fatigant d'avoir... je peux pas avoir de la musique en dehors du moment d'écouter de la musique. C'est-à-dire que si je suis dans la rue, dans le métro ou ailleurs, je peux pas avoir de la musique. Mais c'est dû à quoi, ça? C'est parce que... Est-ce que c'est comme pour, je sais pas, un scénariste ou un réalisateur qui va regarder un film et qui va se dire oula, c'est terrible parce que en fait j'en connais toutes les ficelles, puisque c'est mon métier de toute la journée écrire ou de penser à... la façon dont je vais raconter mes histoires ou la façon dont je vais éclairer un plan, etc. Est-ce que c'est parce qu'au final, on n'arrive plus à apprécier? Est-ce que toi, t'arrives plus à apprécier la musique? Non, c'est justement, je l'apprécie trop pour ça. Je l'apprécie trop pour la reléguer à une bande-son permanente.
Si tu veux, s'imagine, c'est comme si tu disais à un réalisateur ou à quelqu'un, ben voilà, je vais te mettre devant un film, ça va durer toute la vie. Toute la vie, tu vas voir, ouais, mais attends, mais faut que j'aille manger un morceau. Oui, mais c'est pas grave, tu vas le regarder quand même, en même temps. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, quand la présence musicale est de cet ordre-là, c'est plus de la présence musicale, c'est anxiolytique, quoi. C'est-à-dire, je fais ça pour calmer le silence qui m'angoisse. Donc, je peux pas trop faire ça. Et aussi pour la même raison, parce que tu dis là, Baptiste, c'est parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a une écoute analytique et que l'écoute analytique, c'est fatigant. Oui. En même temps, c'est-à-dire ça crée une vraie présence. Tu peux pas avoir quelque chose dans l'oreille et l'écouter comme ça. Tu vas pas l'écouter comme ça, parce que si tu l'écoutes comme ça, tu l'as pas écouté, tu l'as entendu, mais tu l'as pas écouté. Surtout quand t'es musicien, tu vois. Donc oui, choisir ce moment-là. Mais après tout, c'est en réalité, la musique, elle va rentrer dans le même cadre que toutes les activités. Si je fais du tennis, j'en fais pas toute la journée. Tu vois, je vais décider d'aller au club sur le court, de prendre ma raquette, et c'est un moment choisi. Bien sûr. D'accord. Donc, à un moment, quand on est dans le cadre de quelque chose qui submerge, il faut se méfier. D'abord parce que la prod, elle suit derrière. C'est-à-dire qu'on va te sortir des tas de bandes-son, trucs, ça ne s'arrêtera jamais. Et où sera l'esprit critique après? Où va être la différence entre ça j'aime, ça me calme, ça j'en ai besoin. Si j'écoute pas à ce moment-là, je vais pas me sentir bien. Il y a plus, hein. Alors que l'art, si on veut que la culture, en règle générale, soit un art, que la musique soit un art, ben, il faut ça. On a besoin de ça. Mais ce qui est quand même particulier avec la musique, c'est qu'en l'occurrence, elle est hyper présente. Elle est même omniprésente. Je veux dire, elle est dans toutes même quasiment les formes d'art. On en parlait avec Quentin. Je crois que c'est George Lucas qui disait que si on avait réussi 50% si on avait réussi à faire la musique d'un film, on avait déjà réussi 50% de son film. Elle est partout. On utilise, quand on fait de la musique, des sons de partout. Et même quand on va dans le métro, etc., quand on va écouter des oiseaux, des animaux, on entend partout la musique. Oui, mais là tu as dit le mot. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit écoute ce son. Oui. C'est-à-dire que on est on va être dans un rapport de sensation. On va être dans une réception un peu charnelle comme ça, hein, pour dire le mot. Alors qu'en fait, il faudrait que ça dépasse ce cadre-là. C'est-à-dire que il faut qu'à un moment tu te poses et que tu dises c'est pas ce que je ressens qui va faire ce que je pense. Parce que ça c'est trop facile après. Tu comprends? C'est trop facile. Et puis en plus la musique est pas la plus présente, c'est l'image qui est la plus présente en termes de rapport sensitif, tu vois. Tu sors, tu prends le métro, enfin, partout où tu vas, que ce soit les images publicitaires ou autres. Et si on vit, imagine une seconde, qu'on vive ce rapport à l'image de manière sensible à chaque fois. C'est-à-dire, en gros, si on regardait tout et si on réagissait à tout, ce qu'on fait, finalement, en interne et de manière assez subtile. Mais il faut qu'on puisse contrôler ça. Il faut qu'on puisse contrôler ça. Ça, c'est un autre rapport à la chose. Mais avec la musique, c'est pareil aussi, c'est très dangereux. C'est-à-dire que c'est vrai que si tu veux amener une armée à la guerre, tu lui mets de la musique. Hein, et tu la mets à fond. Et puis, tu lui crées des chansons pour ça. D'accord? Donc, c'est vrai aussi que le rapport à la musique, c'est un rapport à la sensation et que, en ce sens, il faut être circonspect là-dessus. Il faut être un peu prudent avec ça. Parce que tu l'as dit pour George Lucas, si tu dis la musique d'un film, elle est 50% du film, tu sais très bien que la bande-son d'un film d'horreur n'est pas la même que d'un film romantique. D'accord? Ça veut dire qu'on t'aide à ressentir ce que tu vas ressentir. Et à toi aussi de t'en garder, à te dire est-ce que c'est intelligent de ressentir ça à ce moment-là? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est ce que je veux? Et donc oui, voilà, c'est un peu un laboratoire de chimie, cette histoire-là. C'est-à-dire, si tu fais pas gaffe, tu brûles, quoi. Donc, il faut faire attention. Ah, bien sûr. Mais je voulais revenir sur ce que t'as dit. C'est vrai que moi, et même des gens dans mon entourage, on a vraiment cette tendance à écouter de la musique constamment. Mais vraiment en continu, en train de manger, en train de se laver, ou juste en allant au cours, etc. Et j'ai vraiment sorti cette chose que ça comble un vide, un manque à un moment. C'est-à-dire que maintenant, si je n'ai pas d'écouteurs, si j'ai pas mon casque ou autre, et que j'ai pas de musique, je ressens un manque, quelque chose. Et c'est vrai que je pense que c'est important d'essayer peut-être d'essayer de plus apprécier la musique, de prendre plus le temps ou l'associer à un événement, quelque chose. De la choisir. De la choisir, ouais. De la choisir, c'est-à-dire que plus qu'un manque, Quentin, ce qui me semble le plus évident, c'est pas que ça vient combler un manque.
c'est que ça vient, c'est même peut-être l'inverse. Ça vient vider un trop-plein. Okay. Ça veut dire que il se passe quelque chose dans la pensée, dans la méditation inconsciente, qui fait qu'en fait on est blindé, quoi. Et si on contrôle pas ce qu'on est en train de penser, alors on est blindé. Et en fait, c'est pas un manque, c'est que peut-être il y a un manque de décryptage de ce qui se passe dans la tête, mais pas un manque dans le sens un vide. Donc l'idée, c'est de se dire oui, je viens là parce que le silence. C'est moi. Et là, j'ai pas super envie de me rencontrer parce que je suis pas dans le bon mood, tu vois. Ouais. Mais en fait, si t'es en train de discuter avec un ami, tu vas pas écouter de musique. Tu vas pas faire ça. Donc, est-ce que tu peux être ton propre ami à toi et te dire, bah, je vais m'écouter un petit peu et pas mettre de musique. Non, c'est vrai. C'est plus facile de se concentrer sur ce son-là que de se concentrer sur soi-même. Sur tout ce qui nous environne. Surtout quand on est dans un cadre où on est bousculé par beaucoup d'informations. Parce que je pense que quelqu'un qui se promène en forêt, il va pas faire ça. Il va pas forcément mettre un truc parce qu'il veut le son de la promenade. Alors que là, on veut pas le son de la promenade. On n'aime pas tellement notre monde en vérité. Hein. On est là, les bruits du train, des machins, le bruit des gens qui parlent. Enfin, on est vite agacé aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a l'idée de le truc intérieur qui nous bouscule un peu et qu'il faut chasser par la musique, mais aussi les bruits extérieurs qu'on veut chasser par la musique. En fait, bref, cette musique, elle devient en gros un palliatif, quoi. Elle devient quelque chose, un soin pour éviter d'autres choses, peut-être. C'est dur pour un musicien de dire ça, parce que c'est dur et à mon avis, ça doit être juste. Il faut que ce soit juste dans le sens où on doit choisir. Un pâtissier va te dire, mange pas n'importe quoi. Tu vois, donc c'est pareil pour tous. C'est pareil pour tous. De temps en temps, ça n'empêche pas que tu danses d'un seul coup sur un truc stupide, hein. Mais Rimbaud, il adorait les musiques stupides. Rimbaud, poète du 19e siècle. On l'a. Vous l'avez. Tu vois le truc, tu vois le mec, Arthur. Et il écrit à un moment qu'il aimait les chansons idiotes. Bon, après, il n'est pas dans une époque où on sortait des MP3, des waves et des disques et il n'avait pas d'accès. Donc, il aimait les chansons idiotes pour elle-même. Elle le délaçait, elle lui apprenait sans doute des choses. Mais c'est pour te dire qu'on peut faire ce choix-là. C'est-à-dire, si je fais, c'est plus un choix qualitatif. C'est juste un choix. Je te dis pas, oui, alors aime ça plutôt que ça. Je dis non, mais aime. Ne fais pas sans aimer. N'écoute pas simplement parce que ça passe là, que t'as une liste Spotify ou un truc comme ça, qui sont, je sais pas, sans doute il y a du bien dans tout ça et il en sortira quelque chose. Hein. Il y a aucune condamnation générale quand même. On verra bien. C'est pour échapper à quelque chose. Ça peut l'être. Quand t'es musicien, je pense qu'il faut faire gaffe à pas faire ça parce que t'as besoin des vrais bruits. Parce que t'as besoin de la vraie pulsation du monde. Pas de la pulsation recréée sans cesse par des musiciens, mais de la vraie pulse. Comment ça marche, comment ça roule. Parce que tu te rends compte, moi je suis batteur, mais tu te rends compte que tout fonctionne très bien même. Tout est en super rythme. Hein. Si tu vas dans la rue, tu vas dans le métro, tu vas n'importe où, et tu tapes du pied, ça marche. Hein. Tu tends l'oreille et tu tapes du pied, ça marche. Tu te dis, mais comment se fait-il que tout le monde soit tout le temps en rythme? Parce qu'il y a une pulsation globale qui soutient tout ça, qui fait que tout ça fonctionne. Il y a une colonne vertébrale du son, comme ça, ou enfin en tout cas oui, ça fonctionne. Donc j'aime bien être attentif à ça aussi. Et pas tout le temps, parce que c'est fatigant aussi, mais j'aime bien être attentif à ça aussi. Donc ça veut dire quelque chose. Le monde raconte quelque chose. Donc si toi tu racontes toujours autre chose, peut-être qu'à un moment t'es plus tellement disponible au monde, quoi. Parce que t'es là en train de raconter un truc. Et si on vient de demander son chemin, t'es pas là en fait. D'ailleurs, on va même pas venir te demander. Parce que t'es en train d'écouter. On le sait, tu vois. On le sait. Donc si quelqu'un est perdu, bah il est perdu. Est-ce que c'est un problème? Oui. Pourquoi? C'est un problème parce qu'on vit ensemble. C'est un problème parce que on évoquait ça tout à l'heure on vit ensemble. C'est un problème parce qu'on doit être on doit être à l'écoute et disponible. Ça veut pas dire qu'on doit être dédié à. Ça veut dire on doit être présent parce que ce qu'on n'accepterait pas dans le cadre de la famille,
de se réunir ou de déjeuner avec son épouse et puis, enfin, on l'accepterait pas, quoi qu'aujourd'hui on l'accepte, on le vit sans cesse, mais que la personne soit pas là parce qu'elle est sur son portable, etc. C'est pas une condamnation globale. C'est juste de quoi on est en train de parler quand on fait ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut analyser un tout petit peu la situation? C'est pas la condamner, l'analyser, dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc oui, c'est un problème si jamais t'as quelqu'un qui a envie de trouver sa route et qui veut te demander à toi mais que toi t'es pas là. C'est un problème pour le monde. Oui. Bien sûr. Pour nos sociétés. Ouais, c'est un problème, oui. C'est assez fou de se dire ça, sachant que j'ai pas l'impression que la musique ait cette fonction-là, de, en quelque sorte, diviser ou en tout cas renfermer sur soi. Je pense pas que la musique ait cette fonction, en tout cas principale, de se renfermer sur soi. Je pense que c'est quelque chose qui unit. Bah, c'est même plutôt l'inverse, oui. Ouais, il me semble quand même. On peut prendre plein d'exemples, que ce soit dans des soirées, etc., ou dans des concerts. Enfin, c'est des moments de communion. Et c'est étonnant que par l'utilisation de cette même art, tu peux retrouver des moments où tu vas essayer de te renfermer sur toi et de te fermer aux autres. Oui. C'est quand même assez étrange. Bah, je pense que c'est la même chose qu'avec n'importe quelle forme sensitive. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont ce rapport-là avec la nourriture. C'est-à-dire que bah normalement tu dînes au moment du repas ou tu dînes à une fête ou il y a des gens ils peuvent pas, il faut qu'ils grignotent toute la journée, il faut qu'ils aient un rapport boulimique ou anorexique, mais enfin ils ont un rapport à ça. Et je pense que en fait la musique elle est ni plus ni moins qu'une des formes de sensitive qui est qu'on a le même rapport à tout, au toucher, au goût, à l'odorat, enfin les 5 sens que tout le monde connaît. Donc Louis c'est pareil. Louis c'est un truc très très vite. Et puis on le sait parce que depuis notre naissance, le premier rapport à la musique est pas le rapport à la musique, et le rapport à la voix. Et c'est déjà une musique parce qu'on comprend pas en fait cette voix au départ. D'accord, c'est-à-dire quand ta mère te parle au départ, tu captes pas un mot, et donc ce n'est qu'une musique. Ce ne sont que des moments vibratoires et des moments et tu ressens les intentions. Donc c'est pour ça que ça c'est quelque chose qui continue et que finalement oui c'est un petit rapport ombilical quand finalement après t'as ça bah tu retournes un peu à la matrice, t'es là et puis tu dis bah je veux que ce soit un flow même si je capte rien, même si c'est un flow. Voilà, finalement, c'est assez ombilical. Mais il faudrait pas que tout ce qu'on dit là, tout ce que vous me forcez à dire, il faudrait pas que ça paraisse être une vision négative ou caricaturale. Je crois que ça l'est pas du tout. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que essayons de nous comporter un peu dans ce cadre-là comme des gens de goût, comme des gens de choix, comme des gens libres. C'est peut-être ce rapport à la liberté, surtout parce que là, quand on choisit pas, on n'est pas libre, même si c'est tout simplement. Donc, c'est juste dire. Et pourtant, j'ai mes baguettes sur moi. Mais si j'étais tout le temps en train de taper avec mes baguettes, on dirait lui, il est cinglé. Ça, c'est plus de l'obsession, c'est de la maladie. Mais je l'ai sur moi, donc je peux très bien avoir mon téléphone sur moi et pas être en train d'écouter tout le temps. Mais dire si je veux, je peux. Ça, c'est déjà énorme. Si je veux, je peux. C'est l'essentiel. C'est déjà le truc d'enfant gâté de haut niveau, quoi. Enfin, en tout cas, chez nous ici en Occident, on peut faire ça. Donc oui, voilà. Bah oui, c'est ça. C'est vraiment faire attention à ce que ce soit pas simplement un constat négatif d'une société malade, etc. C'est parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est juste que à un moment. Pour la musique, par rapport à la musique, c'est bien qu'on puisse être en train de la choisir, de la décider, de la prendre en rendez-vous, quoi. De dire, voilà, tiens, écoute ça. Pas écoute tout, écoute ça. Prends le temps d'écouter. Ouais, c'est ça. Oui, écoute ça. Donc, et vous verrez quand vous voyez déjà, quand vous choisissez quelque chose que vous faites des choix. Hein. Même si t'étais multimilliardaire, tu rentrerais pas dans une boulangerie en disant, je veux tout. Hein. Donnez-moi tout, là. Non, parce que tu sais que c'est pas de ça qu'il s'agit. Même si t'aimes tout, même si t'es susceptible de tout aimer, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est du choix. C'est du moment que t'as choisi pour toi, pour la vie et autres. Bon. Et toi, pourquoi tu as fait ce choix de faire la musique? Pourquoi t'en es arrivé là? Voilà, c'est dur, je sais. Je sais pas si c'est dur, c'est-à-dire que c'est un peu paradoxal parce que quand ça se passe très jeune, tu te ressens pas comme une personne de choix.
tu te dis pas, puisque tu peux rien choisir à ce moment-là, tu choisis même pas comment tu te fringues. Donc, tu vois, c'est juste que tu vis une forme d'amour que tu essayes de porter à maturité, d'accompagner vraiment. Donc, ça a commencé super jeune. Moi, j'ai eu ma première derbuka, j'avais percussion, hein, donc c'est qui se porte là. J'avais 6 ou 7 ans, je crois. Mais déjà, je tapais partout. Et 6 ou 7 ans, et après j'ai continué d'entretenir ça. Il se trouve que le correspondant de cet instrument-là, quand je suis arrivé à la préadolescence et tout ça, c'était la batterie. Et puis après, c'est des rencontres. C'est les rencontres que tu fais, les rencontres à l'oreille, et puis les rencontres de la vraie vie, quoi. C'est-à-dire des gens qui font la même chose que toi ou qui ont envie de faire, avec qui tu vas partager. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que on peut pas être un musicien tout seul éternellement. À un moment, on va rencontrer d'autres musiciens, avoir des projets ensemble, faire des trucs, etc., etc. Même pas profondément, même pas forcément super abouti, mais vivre ça ensemble. Donc oui, c'est comme ça que c'est né, en fait. C'est né c'est né comme ça. Au début, on te fait un cadeau, et puis après, t'entretiens ce cadeau. Tu dis j'aime ça, quoi. C'est bien. Est-ce que pour toi, la musique a une fonction particulière? Toi, quand tu écris une musique, fais de la batterie, quel est ton objectif après? Est-ce que s'il y en a vraiment un? Est-ce qu'il y en a un? Ouais. Il y en a un? Ouais. Il est pas, c'est pas un objectif en termes comment dire, en termes de vie, c'est-à-dire ça doit pas forcément rencontrer tant de personnes ou tant de personnes. C'est un objectif en termes de projet. C'est-à-dire, tiens, ce moment, cette chanson raconte ça. Elle parle de ça, elle accompagne ça. Mais ça rejoint aussi le fait que je disais tout à l'heure que la musique, elle est née pour moi dans le cadre cérémoniel un peu, c'est-à-dire des moments particuliers, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand une idée me vient, elle me vient pour accompagner encore un moment. Très souvent avec ma femme, on va offrir notre musique pour des moments de famille. Tiens, c'est la naissance de telle personne, c'est la naissance, l'anniversaire de tel, etc., etc. Tu fais une chanson pour ça. À un moment, tu rentres dans le laboratoire et au lieu de ressortir avec un cadeau anodin ou qui te correspondrait pas, tu lui offres la musique. Et donc ça retrouve ça. Oui, donc à chaque fois, ça. Parfois, l'idée elle-même, elle est là parce que t'es musicien. Bon. Tu peux rien, t'as une idée musicale, t'es musicien, c'est dommage. Et donc tu penses ça. Et puis toi, tu veux la consacrer. Tu dis, ok, d'accord, l'idée elle est là, je l'accompagne, je la fais naître, je la travaille. Parfois, je la porte longtemps avant de la travailler. Parfois, je sais pas comment la travailler. Parfois, elle reste là et c'est des années. Des années. Et puis, elle revient. Et puis toi, tu la consacres. Tu la consacres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, tu vas lui donner une fonction dans ta vie. Dans la vie de ceux qui t'entourent. Tu vas les donner. Ça, c'est comme ça que je le vis, hein. Après, peut-être que tous les musiciens ne font pas ça, mais ça c'est important pour moi, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis, si tu vas dans le monde, tu vas, mais habillé comme ça pour dire ça. Hein. C'est ça ton taf. C'est it's your mission. On peut parler anglais, là? Ouais, on peut parler anglais. Ouais, okay. C'est sûr. Donc oui, c'est consacrer quelque chose. C'est vrai que ça fait un terme un peu religieux, mais au moins métaphysique. Oui, au moins métaphysique. C'est consacrer quelque chose. C'est-à-dire, voilà. Ça te mène à quelque chose de plus grand ou pas? Tu sais, c'est oui, mais par effet inverse. C'est-à-dire que comme le plus grand, ça ne se dit pas, ça ne se sente pas, ça ne se fait, à mon avis, quand tu vas parler de plus grand, toutes les formes matérielles sont en dessous. Donc ça me ramène au plus grand, mais parce que je descends. Tu vois, la musique, ça te fait descendre pour remonter. En gros, ça veut dire que tu es en train de jouer avec du bois, de la peau, des baguettes, des cordes que t'accordes, etc. C'est-à-dire que t'es dans un monde extrêmement roots, extrêmement matériel. Il y a pas plus matériel que ça, pratiquement, tu vois. Et t'es là, du souffle, du bois, du métal. C'est ça, tes éléments. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en gros, ça te fait monter vers quelque chose de plus grand, mais parce que tu descends au creux de cette matière-là et tu la réorganises. C'est un truc d'alchimiste, quoi, un petit peu. Mais oui, ça te fait parce que ça vient rejoindre le sentiment, et le sentiment va te porter après quelque chose. Oui.
Après, je pourrais pas le nommer ce plus grand, hein, mais je sais pas à quoi ça. C'est même pas la question vraiment. Ouais, ouais. C'est tu passes à un autre stade qui est pas juste. Oui, il me semble qu'il y a une évolution à ce moment-là. Ouais, ouais. C'est comme quelqu'un qui a un chagrin d'amour. Tu sais, et qui a une musique particulière qui va le faire flancher, mais en même temps qui va le consoler. C'est toujours paradoxal, tu sais, c'est le truc qui te fait pleurer, mais t'en as besoin. C'est ça qui va te faire passer le cap, etc. Et c'est ce plus grand-là, finalement. C'est-à-dire, bon, allez, c'est un moment de truc, mais je vais dépasser ce que je ressens. Et je vais accompagner ce que je ressens. J'accompagne mon chagrin et je le dépasse. Mais c'est vrai aussi pour un autre sentiment que le chagrin. C'est-à-dire que, donc forcément, il y a une forme de dépassement, oui. Il y a toujours une forme de dépassement. Mais pour rejoindre la philosophie, est-ce qu'il y a un dépassement sans réalisation présente, sans accompagnement? Tu vois, tu peux pas. Tu peux pas te dire, allez, je suis là. Difficilement. Ça y est, j'ai explosé tous les records, je suis là. Non, mais non. Ouais, tu vois, non, il y a des formes d'accompagnement comme ça, voilà. Ouais. Et ça peut être sympathique. En tout cas, moi, ça me réjouit. Hein. Ça me réjouit de pouvoir, d'avoir la chance inouïe de transmettre, pas de la transmettre parce que c'est pas un truc unique, mais de transmettre l'idée d'eux. Ce truc-là, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme parce que d'abord parce qu'il y a des gens pour recevoir. Oui, c'est vrai. C'est important. Et que forcément, ça veut dire qu'il y a une volonté, une attente, puis t'es là et tu pousses. C'est génial. T'as envie de toucher les gens, t'as envie de les accompagner dans des moments de vie, sans forcément avoir de retour. Je sais pas si d'ailleurs, si t'as des retours assez réguliers sur, par exemple, les cadeaux que tu offres ou les musiques que tu mets aux dispositions des gens. Oui. Oh bah, ne serait-ce que par politesse, moi, s'il n'y a pas de retour, je leur adresse plus la parole. De toute façon. non, mais ne serait-ce que par politesse, oui, il y a toujours un retour. Et ce retour, ça te fait quoi? Est-ce que c'est un peu l'accomplissement de ton projet, ta musique que t'as travaillé et de voir que ça plaît? Ou en tout cas que... C'est beau la reconnaissance. C'est évident que c'est de la considération. Mais il faut pas oublier que le moment de la naissance, c'est le moment le plus fort. C'est-à-dire que le moment où tu es en train de faire naître le truc, c'est lui le moment fort. C'est pas le moment de la reconnaissance. D'accord, c'est pas, c'est une mère qui donne naissance à son fils, c'est ça le moment le plus fort. Après que le voisin le trouve pas très beau, ça va pas la martyriser, tu vois. Oui, non, c'est sûr, il y a peu de chance. C'est pas là, ça va pas remettre en cause de la naissance. Donc c'est important. Oui. Et tu repenses à... Ah, c'est terrible. Il est pas sympa ce voisin. Il est pas sympa. Ah, il est pas obligé de le dire en plus. S'il l'aime pas, il le regarde pas. Le faire sentir, s'éloigner. Mais tu te rends compte, nous on se rend pas. Là c'est juste une petite parenthèse, parce que ça me fait penser à ça, l'histoire de l'enfant. En vous rejoignant ici à Paris sur la place de la République, je vois un père et une mère, tu vois, en train de faire les premiers pas au bambin. Tu sais que c'est les premiers pas parce que il est super réjoui, le bambin, et les parents encore plus, tu vois. Et donc, ça, il court de l'un à l'autre, avec son doudou dans les mains, comme ça. Et tu dis, mais on s'arrête à peine devant ce truc-là. Alors que s'il y avait un accident de voiture, on s'arrêterait tout de suite. Alors que ça, c'est le miracle. On est tous en train de marcher parce qu'on a fait magnifique. Ça. Tu vois? C'est-à-dire que nous, si on était en train de marcher dans la rue aujourd'hui, comme le gamin qui est en train de se dire, je marche, on nous prendrait pour des cinglés. Pourtant, c'est ce qu'on vit. Un truc de cinglé. Ça veut dire que tout ça, et j'étais en train de passer devant ce moment-là et je me suis dit, waouh, c'est gracieux quand même. C'est sympathique, tu vois. C'est sympathique. Et tu dis, et tu regardes tous les gens autour et tu leur dis, c'est eux, en fait. Moi, je suis en train de marcher comme lui. Il est en train de faire les premiers pas et tout le monde est réjoui, là. Le trio qu'elle est réjoui. Ouais. Alors, c'est le moment de cette naissance-là. Pour rejoindre ce qu'on disait, hein. Et moi, quand je passe à côté, évidemment, si moi je m'arrête en disant, ouais, bravo, c'est une toute petite reconnaissance par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, c'est un peu du même ordre. C'est bien, mais c'est pas l'essence, quoi. T'as eu d'autres moments comme ça qui t'ont un peu marqué, qui t'ont inspiré en mode... J'aimerais savoir comment tu crées une musique. Comment t'y arrives? Où ça commence? Une idée, un sentiment,
Et comment tout ça se déroule? Un air. Parfois, enfin, je pense qu'après tous les mecs vont me dire ça. Enfin, quel que soit le type d'art, ça arrive il y a toutes les sources possibles. Oui. Après, il y a des tempéraments, de gens qui sont plus ou moins actifs sur leur guitare et puis qui à un moment ou un autre tombent sur l'idée puis t'en as d'autres, ils sont dans la rue et puis l'air vient et ils rentrent à la maison et ils plaquent, ils cherchent. Il y a toutes les sources, ça dépend vraiment des moments. En ce qui me concerne, ça c'est très personnel et je sais pas si c'est super intéressant que ce soit si personnel, mais en ce qui me concerne, c'est un air qui tourne dans la tête, j'ai un truc et puis je sais qu'il faut que je le creuse, quoi. Ok. Je sais qu'il faut que je le creuse. Et puis après, il y a les collaborations. Parce que ça, c'est quand tu crées, mais après tu crées aussi, par exemple, dans le duo que j'ai avec ma femme, Christelle, qui s'appelle The Wild Temple, le temple sauvage, pour parler anglais. Ma collaboration est différente. C'est de la création, mais d'arrangement. Donc, je suis plus à la source du travail, de l'œuvre, hein, mais je l'habille. Je lui cherche de quoi sortir, quoi. Et donc c'est ta femme qui est à l'origine à ce moment-là? Oui, elle compose. Elle a des chansons en anglais. Elle compose généralement. Elle a l'accompagnement guitare ou piano, et puis le chant. Mais ça, c'est voilà, hein, c'est ça, c'est la racine, quoi. Donc moi, j'interviens là en création, et souvent cette création-là, elle se fait sur le moment de la répétition, sur le moment du travail. Comme c'est pas ma création, elle se fait que sur l'ouvrage. Tu vois, tu es là et tu repasses, tu refais, tu rejoues, et à un moment tu dis, tiens, là, ça se forme. C'est beau quand une idée est en train de naître et tu sais que ça va être la bonne idée. En fait, tu sais jamais comment elle est venue. Tu sais pas comment elle est venue. Tu sais pas, mais à un moment, quand elle est là, tu lui dis bonjour et bienvenue, quoi, parce que c'est ok, c'est de ça qu'il s'agissait. Tu tournais autour. Toi, tu sais que c'est ça, en fait, hein. Et alors après, par rapport à la reconnaissance, ça, c'est magnifique, hein, parce que même si on te dit, mais c'est bidon, tu dis, ouais, mais c'est ça. Tu vois? C'est ça. Ça, c'est bidon. On m'a déjà fait ça, hein. Ah ouais? Ah oui, parce qu'il y a les trucs inverses. Il y a la reconnaissance. Puis le mec, il dit, ouais, mais attends, ça va pas, cette idée. Tu te dois te battre pour que ton idée, elle passe le cap de quelqu'un qui veut pas la reconnaître. Parce que c'est comme ça. Tu dis, mais ça se discute pas, en fait. C'est pas un truc d'opinion, tu vois. Ça se discute pas. Donc, si j'ai rencontré la réalisateur de films récemment, Ludovic Colbeau-Justin, c'est un réalisateur français, c'est bien sur la place et tout. On discutait de ça. Et il me disait, mais si tu te bats pas sur un film pour ton idée, pour ton truc, si tu te bats pas, tu te fais manger. C'est pas ton film, c'est pas ça. Donc oui, bon d'accord, allez, t'as concédé 2-3 trucs, mais en fait tu as pas affirmé ce que tu voulais dire, et bon. Alors bien sûr, il y a toujours une part d'écoute de l'autre quand tu travailles, mais il y a aussi une part d'affirmation de l'idée, pas de soi, de l'idée. C'est différent, okay. C'est différent, c'est pas, tu vois, c'est plus de l'ego, hein. Oui, cette idée, elle est plus forte que toi en fait. Oui. Hein, toi, tu seras plus là, elle sera encore là, elle. C'est incroyable. Mais c'est peut-être justement là qu'on arrive à ce stade métaphysique aussi. Oui, bien sûr. Oui, aussi là, bien sûr. Imagine. C'est quand tu finalement te rends compte que toi t'es tout petit et que tu vas finir poussière ou je ne sais quoi, comment, et que en fait ton idée elle va parcourir les années, peut-être même les siècles. Exact. Ou on va la retrouver au fond d'un tiroir, mais quand elle aura fait son voyage de toute façon. Et oui, bien sûr, c'est magnifique. Mais en même temps, il faut voir à quel point elle est puissante, cette idée-là. C'est-à-dire que les artistes le font même s'ils ne savent pas, même s'ils savent qu'il n'y a pas de survie. Imagine une seconde que le type qui chante au fond de sa forêt actuellement, lui, il n'a pas d'idée de sa survie de l'idée. Il sait pas. Tu vois, il chante un truc, il a une idée. Parce que la nécessité, la nécessité, ou en tout cas, le but c'est pas ça. C'est pas cette éternité supposée. Le but, c'est l'instant profond, l'instant même. C'est ça le truc. Et après, il se trouve que quand à un moment, ça survit, là, c'est win-win, comme ils disent, c'est tout gagné, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, t'as un instant qui rejoint l'éternité, bon, voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal.
tu le fais pas pour ça. Aujourd'hui, on peut plus le faire pour ça parce qu'on a les moyens d'enregistrer, de filmer, etc. Et donc, on se dit à chaque fois, ah, oui, ça peut c'est différent, tu vois. Il faut faire la part des choses. Quand tu es en train d'accueillir une idée, il faut que tu te demandes aussi, hein, si vraiment c'est pas une idée juste parce que tu sais que tu peux l'enregistrer et que là, ou si c'est une idée parce que c'est toi, c'est ton sentiment profond, c'est ce moment profond. Bon, chacun voit après comment il fait ça. Bien sûr qu'on le fait pas que pour ça, et même que on le fait des fois. Enfin, il y a des moments où on le fait quand même. C'est un truc qui est incroyable avec les artistes. On crée, et en fait, on a très souvent, surtout quand on commence, pas de retour sur investissement. Enfin, je veux dire même financièrement. Ah oui. C'est pour ça que c'est des professions dans lesquelles il y a des gens qui crèvent la dalle, quoi. Oui. Et ça dépasse, en fait, c'est ce qu'on disait. Finalement, ça dépasse même toi. T'es prêt à créer quelque chose de plus grand que toi, quitte à ce que le fait de créer, ça te prenne du temps que tu pourrais mettre dans aller faire ton job alimentaire et gagner des sous. Et en fait, non, tu le fais pas. Oui. Et même si, au détriment de toi, finalement, en quelque sorte. Même si ça t'apporte beaucoup d'autres choses. Hein. Bah oui, mais parce qu'au départ, ce sont pas des professions. Non. C'est-à-dire que nous, on en fait des professions, on en a fait des métiers. Mais au départ, ce sont des fonctions sociales, ce sont des fonctions vitales du grand corps de la communauté. Mais c'est pas des métiers. C'est-à-dire que au départ, quand tu participes à ça, on sait que ta fonction, c'est de chanter, d'envoyer cette énergie-là, etc., etc. On ne dit pas c'est ton métier, on pense pas c'est ton métier. Tout à l'heure, j'ai évoqué le voyage, mais si vous voyagez vraiment, vous allez voir ça dans plein de coins du monde. Vous allez voir ça en Asie, en Afrique, où la fonction musicale, c'est pas une fonction de métier. Pas du tout. C'est-à-dire le mec, lui, là, il est musicien. Bon, maintenant, il a peut-être une petite terre ici, il a peut-être un petit truc là. Peut-être que de temps en temps, on va lui donner à manger parce que il a bien fait sa fonction et qu'il a tenu son rôle. Mais ça, c'est pas inscrit comme un métier. Ça, c'est très bizarre, ça, aujourd'hui, hein, de se débattre avec ça. Hein. En gros, oui, c'est ton métier parce que t'es obligé de constater que tu gagnes ta vie avec. Mais c'est pas ton métier à la source. À l'origine, c'est pas un métier. Donc, c'est pas. On va se battre avec les mots à dire ces choses-là. Donc, en fait, on remplit une fonction pour soi et pour les autres. On remplit une fonction. C'est comme mon bras droit, c'est mon bras droit. C'est pas son métier d'être mon bras droit, c'est mon bras droit. Je le paye pas pour ça, mais bon, il a quand même, il bénéficie de la vie du reste du corps. Parce que le corps lui est reconnaissant de faire son travail de main droite, quoi. Tu vois, mais c'est aussi, voilà, c'est plutôt ça. Et donc oui, je te dis, tu vas dans une tribu africaine ou tu vas en Inde, et quand tu vas en Inde ou ailleurs encore, mais tu vas rejoindre et tu vas voir ces personnes qui jouent pour rien. Ils jouent pour rien. Il n'y a pas ni reconnaissance, ni rien. Ils jouent parce qu'ils doivent accompagner ce moment-là. Mais de toute façon, c'est plus tellement évident chez nous aujourd'hui. Et on est allé tellement dans le sens inverse de remplissage qu'on va finir par rejoindre cette évidence-là. À un moment, ça va tellement nous saouler, on va dire non, mais attends, viens, reprenons une place normale, enfin en tout cas plus efficace et évidente par rapport à ce qu'on fait. C'est, je sais pas si c'est clair ça, mais bon. Si, je crois que si. Très très clair, vraiment. C'est fou ce parallèle du coup. Enfin, je pense que tout le monde rêverait, enfin moi le premier, d'avoir une passion qui devienne mon métier. Et c'est drôle que il y a eu cette dégradation peut-être un petit peu du fait que la passion soit devenue un métier et que le métier engendre après des choses sur notre passion, des contraintes. C'est assez étonnant. Oui, mais ça c'est l'amour. C'est-à-dire que c'est ce que tu vis quand t'es marié ou quand t'es papa. C'est-à-dire que c'est ça. C'est une contrainte et un lien affectif fort. Mais est-ce que ça serait pas d'abord un sacré mauvais fantasme que d'avoir de liens affectifs et de passion sans contrainte? En gros, j'ai de l'eau mais j'ai pas de verre, quoi.
Donc c'est à un moment il te faut la contrainte et le canal dans lequel tu peux accueillir ta passion, quoi. Et dans lequel tu peux la rendre efficace. Donc oui, et en fait on peut. J'espère que tu trouveras ça. D'ailleurs, tu es en train de le faire là maintenant, parce qu'en organisant tout ce que vous êtes en train d'organiser là aujourd'hui, avec en faisant parler des gens autour de tout ça, c'est aussi d'abord parce que ça vous préoccupe, et puis parce que les moyens qui sont mis à disposition, ça ressemble déjà à une passion. Personne ne fait ça comme ça. Il y a pas beaucoup de gens ce matin qui se sont levés, qui se sont dit tiens, je vais mettre un studio là avec des caméras et des trucs, et puis je vais parler à un gars que je connais pas. Personne s'est dit ça ce matin. Donc pour le faire, c'est déjà et voilà. Donc la passion et les moyens techniques, c'est déjà une idée du métier. Mais bon, après, oui. Moi, j'ai pas fait tout le temps. J'ai pas fait tout le temps ça. Comme métier, mais comme passion, oui. Après, j'ai eu plein de métiers différents. J'ai fait plein j'ai eu un parcours de vie en termes de, comme on dit, de gagner sa vie, qui est extrêmement, ça va dans tous les sens. J'ai adoré ça d'ailleurs, Mais par contre, j'étais à la musique sans cesse. Mais à un moment, je me disais bon, non, là, ça me saoule d'aller faire ça dans les mariages, d'aller faire ceci. J'ai pas envie de faire ceci, de faire cela. Ça a quand même toujours été autour des mariages. Autour du mariage, je veux dire de la musique. Faire des mariages, c'est beau. Non, mais attends, j'aime ce lapsus. Oui, le mariage, c'est ça. Oui. Là, non, pas du tout. J'ai eu un restaurant. Ok. Oui, non. J'ai eu un restaurant. J'ai fait j'ai un moment, je me suis dit, tiens, j'ai envie de travailler dans les bijoux. La joaillerie. Je suis parti en Inde et puis j'ai fait fabriquer des bijoux avec des pierres semi-précieuses et de l'argent que j'ai vendu ici après. J'ai fait plein de choses différentes, mais la musique, j'ai commencé par la musique quand même au départ. Mais après, j'ai quitté un peu le phénomène professionnel de la musique parce que c'est pas ce qui m'intéressait en termes de création, en tout cas. C'était une application qui me semblait un peu tiède, quoi. C'était pas ça. C'était pas de la création. Je me retrouve mieux au milieu au moment de la création qu'au moment de l'interprétariat, juste, quoi, tu vois. Donc c'est autre chose. Est-ce que ça existe, interprétariat, comme mot? Ou c'est comme abstraction, ça n'existe pas, ça? Interprétariat, pourquoi pas? On ne sait pas. On ne sait pas. Et revendiquons le droit de ne pas savoir. Bien sûr. Moi, la question que je me pose, c'est parce que t'es prof, du coup, de batterie. Comment tu transmets tout ça à tes élèves? Je veux dire, comment ça se passe parce que tu vois, moi j'ai appris j'ai fait des percussions pendant, je sais pas, 4 ou 5 ans de ma vie au conservatoire. Qui est assez rude en termes de... Enfin, moi, en tout cas, pour moi, ça l'était. En termes de charge de travail, en termes d'investissement personnel. Et surtout, j'avais pas tellement l'impression d'y retrouver mon compte. Parce qu'en fait, on me disait, quand tu rentres chez toi après l'école, ce que tu dois faire, c'est te mettre sur ta batterie et jouer de ta batterie avant de faire tes devoirs. Et en fait, ça a même presque un peu gâché... On te disait ça. C'est plus c'est qu'un passionné qui t'a dit ça, alors, oui. Ouais, c'est plus qu'un passionné. Mais oui, mais il faut que lui, il se rende compte que moi, je suis pas encore un passionné quand je fais ça. Je veux dire, moi, je fais ça parce qu'on m'a dit, hey, tu vas faire un instrument de musique. Et puis. Oui, c'est-à-dire que déjà, à la source, t'avais pas choisi, de toute façon. Bah non, quand t'es enfant, de toute façon, tu choisis pas tellement. Ouais. Et donc, moi, ce que j'ai choisi, c'est l'instrument. C'est-à-dire qu'on m'a dit, qu'est-ce qui te plairait, qu'est-ce que tu trouves chouette? Donc, j'ai dit, pourquoi pas de la guitare, pourquoi pas de la trompette. Je crois que j'avais choisi ça, guitare, trompette et batterie. J'avais fait une initiation aux 3, enfin batterie et percussion, et j'étais parti sur les percussions. Mais toi, t'es pas dans un conservatoire. Je suis pas dans un conservatoire, je suis dans une école de musique d'où j'ai rencontré Quentin d'ailleurs, qui s'appelle Double Croche à Nogent-sur-Marne, que je vais rejoindre s'il n'est pas trop tard. Après, j'espère qu'il sera pas trop tard, parce que j'ai pas le rang. Et puis aussi en cours particulier. Mais globalement, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent ce que tu me dis là. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils sont sortis du conservatoire ou quand ils ont vécu un cadre et une forme rigoureuse
qui les a pas séduits, quoi, qui les a plutôt éloignés. Mais aussi, on entend beaucoup ça, mais on ne souligne pas assez que le conservatoire est une magnifique école de formation et que pour tous ceux qui sont allés au bout, et que là, c'est le top du top. C'est quand même magnifique. Maintenant, c'est vrai. Alors, comment moi je m'y prends? Je dis pas à mes élèves de travailler leur batterie avant de travailler leurs devoirs. Je leur dis de pas du tout travailler leurs devoirs, de travailler que leur batterie. Donc, globalement, je leur dis, il faut qu'on vous demande d'arrêter. Il faut que vos parents, que vos compagnons, vos compagnes vous disent arrête, tu m'as saoulé là. Là, à ce moment-là, j'ai suffisamment travaillé. Là, ça veut dire que ça y est, ça fait partie de toi pour de vrai. Donc, ça fait partie de toi pour de vrai. Ou que tu joues très mal. Ou que tu joues très mal. Mais non, mais moi, je me souviens d'avoir été renvoyé d'une salle d'attente de médecin quand j'étais môme. J'étais avec ma mère et je tapais partout. Voilà, je tapais comme ça. Et là, et d'ailleurs, je sais pas pourquoi je tape pas depuis tout à l'heure. C'est parce que j'ai plus conscience de mon environnement. C'est parce que tu veux pas abîmer notre prise de mon environnement. Mais et au bout d'un moment, on m'a dit une fois de me taire. Une deuxième fois, mais c'était vraiment môme, hein, je sais plus quel âge j'avais, mais bon, j'étais là avec ma maman, et au bout d'un moment, on dit non, il faut le faire sortir. Et on m'a sorti de la salle, hein. On m'a sorti de la salle d'attente. Et donc cette souvenir est tellement ancré sympathiquement en moi, hein, pas du tout comme un traumatisme, que ça fait partie de mon enseignement aujourd'hui. Il faut qu'on vous dise qu'on en a marre de vous entendre. Voilà, il faut qu'on dise. Et je sais pas s'il y a un film de Luc Besson qui s'appelle Subway, qui est un de ses premiers films. Et il y a Jean Reno dedans, c'est la première apparition de Jean Reno au cinéma. Et il joue un batteur. Okay. Et il est batteur, Jean Reno, en fait. Et il joue un batteur. Et en fait, ils sont dans le métro, tout se passe dans les souterrains du métro. Et il a toujours ses baguettes, Jean Reno. Mais il n'y a pas de batterie. Il est dans le métro, c'est un errant et c'est un peu une vie clandestine en dessous, tu vois, de tout ce monde-là. Et ils organisent des plans, ils font des trucs. Et c'est avec Christophe Lambert, et à un moment, Jean Reno est tout le temps en train de taper avec ses baguettes. Il fait ce qu'on appelle ses rudiments. Il tape pas n'importe quoi, attention, hein. Il tape les rudiments, les fondamentaux, etc. Il fait ses gammes, quoi. Et à un moment, Christophe Lambert, en train de réaliser ses plans, lui dit, mais arrête avec tes tagada. Et cette scène, elle est magnifique parce que tu sais que c'est vrai. Quand t'es batteur, tu sais que c'est vrai. Tu sais qu'à un moment, t'as quelqu'un qui va te dire arrête. Et sinon, t'es pas batteur. Sinon, t'es pas encore batteur. Alors, j'enseigne ça. J'enseigne le fait de dire, si vous voulez être batteur, vous êtes batteur. Si vous allez, par exemple, vous venez à l'école, ou en particulier pour apprendre, pour venir, préparez-vous au rendez-vous. Préparez-vous au rendez-vous en ayant travaillé déjà, chez vous, en ayant pris les baguettes en main. Préparez-vous au rendez-vous en sachant, quand vous faites le trajet, que vous êtes en train de venir là et pas en train d'aller ailleurs. D'accord? C'est comme quelqu'un qui prend son maillot de bain pour aller à la piscine, quoi. Il sait qu'il va à la piscine là. Alors le mec, il doit savoir qu'il vient en cours de batterie là. Donc quand il vient en cours de batterie. J'essaie de faire des cours, Quentin connaît un petit peu, où il y a la technique fondamentale et c'est une belle partie du cours. Avant d'être sur l'instrument, parce qu'au départ c'est pas sur l'instrument, les mecs sont pas sur la batterie, ils sont ce qu'on appelle un pad et on travaille que la technique pendant un quart d'heure, 20 minutes, parfois 25 minutes. C'est-à-dire combien de temps? 1 heure. 1 heure, ok. Donc c'est une belle part du cours. Et ensuite on va appliquer cette technique sur l'instrument d'abord, et ensuite peut-être apprendre à faire un peu de musique. Non, moi je me souviens que c'était vraiment ces moments-là que j'appréciais particulièrement dans tes cours, c'était ces 15-20 minutes, premières minutes où on laissait place un peu à la discussion au début, un peu informelle, question d'être à l'aise, etc. Et c'est ces moments où t'avais une idée en tête souvent, quelque chose qui t'avait marqué, et tu venais nous la transmettre et on la retranscrivait sur les pads. Ouais. Et c'était un plaisir fou. Ouais. Commencer au cœur, au cœur de la batterie, quoi, le pad, le tout début. Ouais. C'était quelque chose de très plaisant. Et je voulais dire un truc, c'est je trouve que t'as un rapport particulièrement humain à la batterie. Moi, je me souviens que t'essayais pas de nous faire devenir des techniciens hors pair, des gens qui savaient parfaitement faire quelque chose. J'ai l'impression que t'essayais de nous faire devenir un peu des artistes en quelque sorte. Oui. D'essayer de vivre notre art, quoi. En fait, comme on essaie de transmettre ce qu'on est, et que moi, mon idée, c'est pas d'être un technicien hors pair, même si c'est toujours sympathique et adorable et virtuose et que j'adore ça, en fait, hein. Mais au bout d'un moment, tu sais que tu apprends l'alphabet pour dire des choses et pas pour dire l'alphabet de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir quelque chose à dire.
Donc c'est pas mal si dans l'apprentissage tu as cette idée-là tout de suite. On te dit voilà, écoute, il y a des clés, mais il y a pas de porte. Alors ça c'est dommage. Il y a que des clés, mais que j'ai rien à dire, il y a rien à visiter. Bon. Il faut aussi qu'on puisse transmettre ça, c'est-à-dire qu'on puisse transmettre. Tiens, hier j'ai vécu ça, essayons de voir comment ça marche. Et on va voir que ça marche avec les outils de la technique fondamentale. Ça va pas marcher avec un truc autre. Et voilà, on va prendre telle technique et telle technique pour rejoindre cette idée qu'on a pris dans la vie. Parce que il y a une chose qu'on comprend mal, c'est que la technique fondamentale, basique, elle vient de la vie. On l'a pas inventée. On l'a pas inventé. Quand on te dit tu fais telle gamme, par exemple, je prends l'exemple de la gamme pour pas taper partout. En fait, elle existe dans la vie physique. On te dit voilà, do ré mi fa sol la si do, do mi sol c'est l'accord de do majeur. Mais pourquoi? C'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai pas dit je veux que ce soit l'accord de do majeur de mi sol. C'est parce qu'en fait, dans la résonance harmonique du do, quand tu fais sonner un do, eh ben tu as les notes de la gamme qui se succèdent avec la quinte qui est le sol, avec le mi qui est la tierce, et que ça compose ce que tu entends aujourd'hui. Et que nous, on l'a juste décrypté pour pouvoir te le rendre appréciable. En fait, c'est un petit peu comme quelqu'un qui te dit tiens, voilà la recette de ce que t'as mangé, de ce que t'as aimé. C'est ça la recette. Mais c'est une vraie recette. Ouais, il a pas inventé les ingrédients, le gars. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que ce qui me semble vraiment beau, c'est de faire ça, d'amener la vie et de faire comprendre à moi-même déjà et aux autres que les clés qu'on va utiliser, on les a pas inventées, elles sont dans la vie et on apprend à vivre en apprenant les clés aussi. Ok. J'essaye en tout cas, parce que ça c'est aussi une question qui m'agite. C'est pas simplement à transmettre, c'est aussi à analyser pour moi-même, quoi, et puis à essayer de sortir. Pour terminer, je te demanderai une dernière petite chose. Je vais rien te chanter, je te chante pas un truc. Non, une toute petite chose. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce que est pour toi un moment d'évasion et d'abstraction? Qu'est-ce que c'est pour toi? Ça rejoint l'abstraction. Oui. Et, un moment d'évasion et d'abstraction. Et où? Ce que tu veux. Oui, bien sûr. Prendre la personne que tu aimes dans les bras. Pour moi, c'est un pur moment d'évasion et un pur moment d'abstraction parce que je sais absolument pas ce qui se passe. Je ne comprends absolument pas le phénomène. Et c'est un symbole au-delà du symbole qui rejoint toutes les formes vivante, et puis un moment d'évasion parce que c'est un moment où justement t'es pas obligé de savoir ce qui se passe. Tu peux te laisser aller. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Baptiste. Merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment une grande considération et c'était très agréable, très beau. Et puis en plus, ça permet de me connaître un peu moi-même aussi. Merci d'avoir. C'est gentil. C'est gentil. Tu vois, ma Bravo, comme elle est gentille. Je t'avais dit ça. Elle est cool. Et voilà, merci bien. Non, c'était classe. Bravo à vous. Et puis une super continuation, belle continuation avec tout ce que vous avez mis en place et de bonnes inspirations. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc dans 2 semaines et n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, Instagram en priorité. Et on vous souhaite une bonne semaine.